Quand j'ai tué ma mère d'un regard, elle a compris que l'amour que j'avais pour elle s'était mué en venin pur. Mon père, ce pilier de la bourgeoisie lyonnaise, a imploré mon pardon sur son lit de mort, mais j'ai tourné le dos, laissant ses larmes se noyer dans le silence que j'avais si patiemment ourdi. Et mon frère, ce traître complice, gît aujourd'hui dans les ruines de sa vie, rongé par le remords que j'ai semé comme une graine empoisonnée au car la famille, cette chimère sacrée, n'est qu'un mensonge que j'ai brisé pour renaître. Quand j'ai épousé mon mari, mes parents m'ont renié à cause de son passé modeste et simple. C'était en 2012, sous un ciel de plomb au-dessus de Lyon, où les traboules sombres de la vieille ville semblaient murmurer des secrets que je refusais d'entendre. Antoine n'était pas un prince charmant sorti d'un conte de fées bourgeois, il était ouvrier dans une usine de soierie en déclin, avec des mains calleuses qui sentaient encore l'huile et la sueur, et un appartement minuscule dans le quartier de la Guillotière, où les murs suintaient d'humidité et de rêves avortés. Mais pour moi, Élise Moreau, fille unique d'une lignée de négociants en vin fin, il était la bouffée d'air pur dans l'étouffoir doré de ma jeunesse. Mes parents, Henri et Claire Moreau, avaient bâti leur empire sur des vignobles en Beaujolais, des châteaux restaurés à coups de millions, et une hypocrisie polie qui masquait leur soif de statut social. Ils voyaient en Antoine un affront, une tache sur leur blason familial. Tu épouses un prolétaire, Élise. Tu nous enterres vivants avec cette honte, avait craché mon père lors du dîner d'annonce, son verre de morgon tremblant dans sa main manucurée. Je me souviens du choc comme si c'était hier, le cristal qui s'est brisé sur le parquet ciré du salon, les yeux de ma mère écarquillés derrière ses lunettes à monture de perles, et mon frère, Julien, qui riait nerveusement dans un coin, comme si c'était une blague de mauvais goût. Ils m'ont chassé ce soir-là, sans un au revoir, sans un regard en arrière. Tu n'es plus ma fille, avait murmuré Claire, sa voix un fil de soie tranchant. J'avais 28 ans, un diplôme de l'ENA en poche, et un cœur qui battait pour un homme qui m'aimait sans condition. Nous nous sommes mariés en petit comité, à la mairie du 7e arrondissement, avec pour témoins deux collègues d'Antoine et une voisine curieuse. Pas de robe blanche à traîne, juste une jupe crayon et un chemisier blanc, et le rire d'Antoine qui effaçait les ombres. Mais au fond de moi, une graine de rancune germait déjà, invisible, nourrie par le silence de ces années d'exil. Les premiers mois furent un tourbillon de joie précaire. Nous vivions dans un 2 pièces au-dessus d'une boucherie halal, où l'odeur d'épices se mêlait à celle du café bon marché. Antoine travaillait des heures folles, rentrant les épaules voûtées, mais ses yeux s'illuminaient quand il me voyait. Moi, je jonglais entre des contrats de consulting freelance pour des PME lyonnaises et des nuits blanches à réviser des dossiers administratifs. On s'en sortira, ma chérie, me disait-il, en m'enlaçant sur notre lit grinçant. Et je le croyais. Mais les appels anonymes commencèrent bientôt, des courriers de notaires rappelant que j'étais déshérité, des ragots murmurés par des amis communs lors de cocktails que je n'étais plus invité à fréquenter. Ma mère, Claire, avait orchestré cela avec une précision chirurgicale où elle, l'ancienne avocate reconvertie en philanthrope mondaine, excellait dans l'art de l'exclusion sociale. Julien, mon frère aîné de 5 ans, avait hérité de son cynisme, il gérait les vignobles familiaux avec une efficacité froide, et il m'avait envoyé un SMS laconique après le mariage, « Félicitations. Ne reviens pas. » C'est lors d'une visite impromptue à l'hôpital que la graine a éclaté. Antoine avait fait une chute stupide sur le chantier où une poutre mal fixée, un sol glissant de pluie automnale et s'était fracturé le bassin. Les factures s'accumulaient comme des nuages noirs, radiographie, kiné, arrêt maladie qui grignotait son salaire. J'ai supplié mes parents, un appel désespéré à minuit, la voix brisée. Papa, s'il te plaît, juste un prêt. On remboursera. Silence à l'autre bout du fil, puis la voix d'Henri, glaciale, tu as choisi ta voie, Élise. Ne nous demande pas de payer pour tes erreurs. J'ai raccroché, les larmes coulant sur mes joues, et pour la première fois, j'ai ressenti non pas de la tristesse, mais une colère pure, viscérale, comme un acide qui ronge les veines. Antoine, alité, m'a prise dans ses bras malgré la douleur. Laisse-les. On est plus fort qu'eux. Mais au fond, je savais que non. Pas encore. Les mois suivants furent une descente aux enfers méthodiques. Je me suis plongé dans le travail, grimpant les échelons d'une firme de conseil en fusion-acquisition, utilisant mon cerveau affûté pour disséquer les empires des autres. Mais chaque succès était teinté d'amertume, je signais des contrats pour des familles comme la mienne, des dynasties qui se protégeaient jalousement de l'extérieur. Antoine guérissait lentement, reprenant le boulot à mi-temps, mais notre couple craquelait sous la pression. Les disputes éclataient pour des riens ou une facture impayée, un dîner raté et dans ces moments, je revoyais le regard de dégoût de mon père. Ils paieront, murmurais-je dans le noir,
à côté du corps endormi d'Antoine. La revanche n'était plus une idée vague, elle devenait un plan, un échiquier où je plaçais mes pions avec soin. Tout a basculé lors d'un gala de charité à l'Opéra de Lyon, en 2014. J'y étais invité par un client, une robe noire moulante prêtée par une collègue, et Antoine à mon bras, mal à l'aise dans son costume d'emprunt. Mes parents étaient là, bien sûr, au premier rang, Claire en tailleur Chanel, Henri serrant des mains influentes. Ils m'ont vu, et pendant un instant, le monde s'est figé, un échange de regards, un hochement de tête poli de mon père, un sourire figé de ma mère. Julien, à leur côté, a détourné les yeux. Ce soir-là, j'ai dansé avec Antoine sous les lustres, riant fort pour masquer la tempête intérieure. Mais en rentrant, j'ai fouillé les archives familiales que j'avais conservées en secret, des lettres jaunies, des contrats notariés que j'avais photocopiés avant mon départ. Et là, dans les ombres de notre appartement, j'ai découvert le premier fil de l'araignée, les vignobles Moreau n'étaient pas si purs. Des subventions européennes frauduleuses, des comptes offshore pour éluder les impôts, des partenariats douteux avec des importateurs russes. Julien, mon cher frère, signataire de tout. La nuit, je ne dormais plus. Mon esprit, aiguisé par des années d'analyse financière, disséquait chaque détail. Antoine remarquait mon obsession grandissante. Élise, lâche prise. C'est du passé. Mais le passé me rongeait, vivace, comme une plaie infectée. Je commençais à collecter des preuves, des emails interceptés via un contact hacker freelance, un collègue d'Antoine, endetté jusqu'au cou, des photos de documents volés lors d'une visite surprise à la maison familiale pendant leurs vacances en Toscane. Chaque pièce était un clou dans le cercueil de leur hypocrisie. Et pendant ce temps, notre vie avançait. En 2015, je fus promu senior manager, Antoine lança son propre atelier de rénovation artisanale, et nous achetâmes un petit appartement en VFA dans le 9e, avec vue sur la Saône. La normalité, cette fragile illusion, masquait la bête qui grandissait en moi. C'est en 2016 que j'ai frappé le premier coup, subtil, invisible. Un rapport anonyme envoyé à l'administration fiscale, des irrégularités mineures sur les déclarations de TVA des vignobles. Pas assez pour couler le bateau, juste pour le faire tanguer. Mon père a appelé, pour la première fois en 4 ans. « Élise, c'est toi. » Sa voix, rauque, trahissait l'inquiétude. « J'ai feint l'innocence, papa ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il a bafouillé sur des contrôles routiniers, a tenté une réconciliation maladroite, viens dîner un soir. Ta mère. Elle regrette. J'ai ri intérieurement, un rire froid comme le vent d'hiver sur les quais de la Rhône. Peut-être un jour. Mais ce jour n'arriverait pas. La graine avait pris racine, la plante carnivore s'épanouissait. Les saisons passaient, et avec elles, ma transformation. De fille et conduite, je devenais une ombre calculatrice, une femme qui souriait en public tout en ourdissant dans l'intimité de son bureau. Mon poste chez Deloitte Lyon me donnait accès à des réseaux tentaculaires, avocats fiscalistes, journalistes d'investigation, même des insiders à Bercy. J'alimentais ces connexions comme un jardinier arrose ses rosiers avec une précision maniaque. Antoine, mon encre, sentait le vent tourner. Tu changes, Élise. Tes yeux. Ils sont durs, maintenant. Je le rassurais avec des baisers, des dîners aux chandelles sur notre balcon minuscule, mais la vérité était que l'amour, même le sien, ne suffisait plus à éteindre le feu. La nuit, seul avec mon ordinateur, je cartographiais l'empire Moreau, les dettes cachées derrière des prêts intrafamiliaux, les alliances matrimoniales ratées de Julien, sa femme, une héritière déchue, avait filé avec un amant plus jeune, et les faiblesses de Claire, cette femme si fière, rongée par un cancer discret qu'elle cachait sous des couches de maquillage et de déni. En 2017, le deuxième coup tomba comme une averse printanière, un article dans Le Progrès, signé d'un journaliste que j'avais rencontré lors d'un séminaire. Soupçon de blanchiment sur les vins de Beaujolais, l'affaire Moreau. Pas de nom direct, mais assez pour que les actionnaires paniquent. Les cours des parts familiales chutèrent de 15%, et Julien dut hypothéquer une partie des caves pour renflouer. Il m'appela, furieux, « C'est toi, hein ? Cette salope, tu nous détruis. » Sa voix, habituellement suave, se brisait en insultes. Je répondis calmement, sirotant un verre de Beaujolais volé à leur cave, « Frère, tu parles de destruction ? Rappelle-toi le jour où tu as validé le chèque pour mon appartement étudiant, puis où tu l'as annulé sur ordre de papa. » Silence. Il raccrocha, mais je savais que la peur s'était installée, comme un ver dans la pomme. Antoine découvrit tout lors d'une dispute explosive, en août 2017.
Nous étions en vacances à Annecy, un caprice rare payé avec mon bonus. Assis sur la plage, face au lac miroitant sous le soleil alpin, il me confronta, j'ai vu tes notes, Élise. Les emails, les dossiers. Tu vas les ruiner pour de bon? Ses yeux noisettes qui m'avaient fait tomber amoureuse, brillaient de larmes contenues. Je m'effondrais, pour la première fois depuis des années, et tout jaillit, la douleur de l'abandon, la rage de voir notre vie piétiner pour un préjugé de classe. Ils nous ont jetés comme des déchets, Antoine. Et toi, tu as souffert pour moi. Ils doivent payer. Il me serra contre lui, le sable collant à nos peaux moites. Mais à quel prix? Tu deviens comme eux. Ces mots me transpercèrent plus que n'importe quel couteau. Était-ce vrai? Mon reflet dans le miroir du chalet montrait une femme aux traits tirés, aux lèvres pincées en une moue perpétuelle. Mais reculer? Impossible. La machine était lancée. De retour à Lyon, je raffinais mon plan. Plus de coups isolés, une offensive coordonnée. J'investis dans un détective privé, un ex-flic marseillais auvergnat nommé Raoul, qui fouilla les poubelles métaphoriques de la famille. Résultat, Claire avait un amant, un galeriste parisien qui la plumait avec des investissements artistiques fictifs. Julien trichait sur ses impôts avec des factures gonflées pour des consultants fantômes. Et Henri? Le patriarche avait un vice caché, des paris illégaux sur les courses hippiques, via un réseau clandestin à Vichy. Chaque secret était une arme, chargée et prête. Mais le plus dur était de compartimenter, le jour, j'étais la consultante star, souriante lors des briefings, la nuit, la justicière masquée, tapant furieusement sur mon clavier. C'est en novembre 2018 que la tempête éclata vraiment. Un raid fiscal surprise, orchestré par mon contact à l'inspection des finances, perquisitionna les bureaux des vignobles. Les journaux en firent leur chou gras, scandale au cœur du Beaujolais, fraude massive chez les Moreau. Henri fit une alerte cardiaque mineure, Julien fut mis en examen pour complicité, et Claire, l'orgueilleuse, se réfugia dans une clinique privée à Genève, prétextant un burn-out. Ils tentèrent une médiation familiale, via un avocat commun, Élise, arrête. On négocie. La voix de mon père, faible au téléphone, implorait. Reviens, ma fille. On oublie tout. Oublier? Le mot me fit rire, un ricanement hystérique qui résonna dans notre cuisine rénovée. Trop tard, papa. Vous m'avez appris la dureté, maintenant, goûtez-la. Antoine et moi, nous nagions dans une mer trouble. Notre couple, jadis si solide, vacillait. Il me suppliait d'arrêter, c'est de la vengeance, Élise, pas de la justice. Et si tu te perds? Mais je voyais dans ses yeux une lueur de compréhension. Après tout, c'était pour lui que j'avais commencé, pour nous. En 2019, nous eûmes un enfant, une fille prénommée Léa, née un matin de printemps pluvieux à l'Hôtel-Dieu. Ses pleurs minuscules me rappelèrent ma propre naissance, dans le luxe aseptisé de la clinique du parc, avec des parents qui m'avaient aimé. Jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. Léa devint mon talisman, ma raison de ne pas sombrer tout à fait. Mais la guerre continuait. Léa grandissait, ses boucles châtaines héritées d'Antoine encadrant un visage curieux, et je me surprenais à lui chanter des berceuses lyonnaises, ces airs anciens que ma mère m'avait susurrés autrefois. Ironie du sort, la grand-mère qu'elle ne connaissait pas vivait à 10 kilomètres, dans un appartement haussmannien surplombant la place Bellecour, mais séparé de nous par un mur de silence et de mépris. Les Moreau saignaient à blanc. Les vignobles furent saisis partiellement, vendus à un conglomérat bordelais pour éponger les dettes. Julien divorça dans un scandale public, sa femme le dénonça pour adultère, alimentant les tabloïds régionaux. Il sombra dans l'alcool, ses nuits solitaires dans les bars enfumés de la presqu'île, cherchant l'oubli dans des verres de marque du budget. Claire, revenue de Suisse, plus frêle, plus pâle, tenta une approche indirecte, des fleurs anonymes à la maternité après la naissance de Léa, un mot glissé, pour ma petite fille. Pardonne. Je l'ai jeté à la poubelle, les pétales flétrissant comme leur empire. Mon propre ascension contrastait avec leur chute. En 2020, la pandémie frappa, et avec elle, une opportunité dorée. Confiné dans notre appartement du 9e, avec Léa qui trottinait entre nos jambes, je conseillais des restructurations massives pour des clients en péril. Mon réseau s'élargit, un procureur adjoint à Lyon, une éditorialiste au Figaro qui détestait les dynasties pourries. J'alimentais leurs plumes avec des dossiers étanches, preuves numériques, témoignages d'anciens employés mal payés. Un podcast indépendant, Les Ombres du Beaujolais, fit un carton, 3 épisodes sur la famille maudite,
anonymes mais pointus, qui culminèrent avec une interview fictive d'une ex-employée trahie. Les écoutes explosèrent, et avec elles, les plaintes contre les Moreau. Henri, usé, vendit le château familial au Sebastion de Pierre Blonde où j'avais grandi, avec ses caves voûtées embaumant le chêne et les tanins à un promoteur immobilier. Il m'appela, brisé, Élise, pourquoi? On t'a tout donné. Tout sauf de l'amour inconditionnel, répondis-je, et raccroché, le cœur serré non par la pitié, mais par une satisfaction amère, comme avaler un vin trop tannique. Antoine, lui, luttait. Son atelier prospérait avec les rénovations post-confinement, mais nos nuits étaient hantées. Tu rêves de cris, Élise. Des cris de femmes. Oui, ceux de ma mère, hurlant dans mes cauchemars, ou les miens, enfants, lors de ces dîners guindés où j'apprenais à plier sous la volonté paternelle. Léa, à 2 ans, posait des questions innocentes, aux grands-mères. Je détournais, elle voyage, ma puce. Mais la culpabilité rampait, un serpent froid. Étais-je devenu le monstre qu'ils avaient créé? Une nuit d'orage, en pleine canicule de 2022, Antoine et moi nous disputâmes violemment. C'est fini, cette folie. Pour Léa, arrête. Il claqua la porte, partit dormir chez un ami. Seul avec l'enfant endormi, je pleurais pour la première fois depuis des lustres, les sanglots secouant mon corps comme une fièvre. Le lendemain, il revint, nous nous réconciliâmes dans un lit froissé, nos corps se cherchant comme des âmes perdues. Je t'aime, mais ça me tue, murmura-t-il. Je sais. Bientôt, ce sera fini. Le point de non-retour arriva en mars 2023. Un procès retentissant au tribunal de grande instance de Lyon, Julien accusé de détournement de fonds, Henri cité comme témoin clé. La salle était bondée, l'air lourd d'odeur de vieux bois et de tension. Je n'y allais pas, mais regardais la retransmission en direct sur mon téléphone, caché dans un café de la rue Mercière. Mon frère, en costume froissé, bafouilla sous les questions du juge, son visage bouffi par les excès. Henri, voûté, défendit mollement l'honneur familial. Claire n'apparut pas trop faible, disaient les ragots. Le verdict, 2 ans avec sursis pour Julien, une amende ruineuse, et la saisie finale des actifs. Ce soir-là, un appel de numéro inconnu, ma mère. Élise. Je me meurs. Viens, s'il te plaît. Sa voix, un râle, me transperça. Pour la première fois, la haine vacilla. Antoine, sentant mon trouble, posa sa main sur la mienne, va. Pour toi, pas pour elle. J'hésitai, puis composai le numéro. La maison familiale, autrefois si imposante, n'était plus qu'une coquille vide, meubles emballés, tableaux aux murs jaunis. Claire gisait sur un lit d'hôpital improvisé dans le salon, entourée de machines bipantes. Elle était méconnaissable, joues creusées, cheveux gris clairsemés, yeux vitreux. Ma fille, murmura-t-elle en me voyant. Je m'assis, raide, les mains croisées. Pourquoi, Élise? Pourquoi nous détruire? Les mots sortirent, un torrent, l'abandon, la douleur d'Antoine, les nuits de doute. Elle pleura, faiblement. On avait peur. Pour ton avenir. Peur. Le mot résonna, absurde. Et le mien? Nous parlâmes des heures, un fil ténu se tissant entre nous. Avant de partir, elle glissa un pendentif, celui de ma grand-mère, garde-le. Pour Léa. Je sortis dans la nuit lyonnaise, la Saône noire sous les réverbères, et pour un instant, la vengeance sembla vaine. Mais le lendemain, un email anonyme de Julien, je le sus, tu as gagné. Mais tu as perdu ton âme. La rage revint, plus vive. Non, ce n'était pas fini. Henri, sentant la fin proche, organisa une réconciliation informelle, un dîner au restaurant étoilé de Paul Bocuse, là où il m'avait emmené pour mon anniversaire d'enfant. Antoine refusa de venir, Léa resta avec une baby-sitter. Assis à la table, sous les lumières tamisées, nous étions des étrangers, mon père, spectral, ma mère absente, Julien, hostile. Sinon la paix, proposa Henri, poussant un papier, une reconnaissance de dette symbolique, un legs pour Léa. Je signai, mais intérieurement, je riais. C'était leur capitulation, pas la mienne. Les mois suivants furent un calme trompeur, comme l'œil d'un cyclone. Les Moreau se replièrent, Henri vendit les dernières parts restantes, investissant dans une petite ferme en Ardèche pour se recentrer. Claire entama des chimios, son corps luttant contre le mal qui la rongeait de l'intérieur, miroir cruel de la pourriture que j'avais exposée. Julien disparut à Paris,
cherchant du travail dans l'ombre de son nom souillé, finissant barman dans un lounge anonyme du Marais. Moi, je gravis un autre échelon, directrice adjointe, voyage d'affaires à Bruxelles pour des audits européens. Antoine et Léa étaient mon havre des dimanches à Fourvière, pique-nique sur l'herbe verte, rire d'enfants chassant les ombres. Mais la nuit, les doutes me hantaient, des rêves où je serrais la gorge de ma mère, où Antoine me quittait, emportant notre fille. En automne 2024, le vent tourna à nouveau. Un scoop dans Mediapart, l'héritière reniait derrière le scandale Moreau. Un journaliste zélé avait reconstitué le puzzle mes promotions synchronisées avec leur chute, les fuites trop précises. Mon nom circulait, murmuré dans les couloirs du pouvoir lyonnais. Antoine paniqua, fuit, Élise. Avant que ça nous touche. Mais je refusais. Au contraire, j'assumais, un entretien anonyme via VPN, la famille n'est pas un bouclier pour les crimes. J'ai seulement révélé la vérité. Les réactions fusèrent, soutien féministe clamant briseuse de tabous, mais aussi attaque vicieuse fille ingrate, vengeresse hystérique. Claire m'appela depuis sa chambre d'hôpital, arrête, Élise. Tu nous tues tous. Sa voix chevrotante me brisa. Je visitais plus souvent, ces après-midi volés où je lisais à voix haute des romans de Modiano, sa main frêle dans la mienne. Je t'aime, maman, dis-je un jour, et ce fut vrai, un instant suspendu. Pourtant, la machine ne s'arrêtait pas. Le coup final, je le préparais avec Raoul, mon détective fidèle. Henri avait un secret plus sombre, des années 90, une affaire d'harasme sexuel étouffée sur une employée des vignobles, payée au silence. Des documents enterrés dans un coffre à la Banque de Lyon. Nous les exhumâmes légalement, via une requête judiciaire que j'avais anticipée. L'article tomba en janvier 2025, jour de l'an 9 pluvieux, le patriarche Moreau, prédateur caché. Le choc fut total. Henri, terrassé, fit une attaque massive cette nuit-là. À l'hôpital, entouré de tubes, il murmura à mon oreille quand je vins, « Pardon, ma fille. » J'étais faible. Je pleurais, enfin, un torrent salé qui lava des années de poison. Il mourut 3 jours plus tard, un mardi gris, sans que je dise au revoir à Julien, qui n'assista pas aux funérailles. La mort de mon père fut un séisme intérieur. Antoine me soutint, nos nuits devenant des veillées où nous parlions pour la première fois de tout, ses propres blessures d'enfance, un père alcoolique à Saint-Étienne, une mère partie trop tôt. On est pareil, toi et moi. Brisés, mais recollés. Léa, à 4 ans, dessinait des familles idéales, avec des grands-parents souriants. Je lui promis, un jour, tu les connaîtras. Claire survécut, fragile, et nous rétablîmes un lien ténu aux des visites hebdomadaires, d'été dans sa chambre réaménagée. Julien? Il revint, penaud, lors d'une soirée improvisée chez nous, en juin 2025. Assis autour de la table en chêne que nous avions restaurée nous-mêmes, il avoua, tu avais raison. J'étais un lâche. Nous ne nous embrassâmes pas, mais un hochement de tête scella une trêve. Pourtant, la revanche n'était pas apaisée. En octobre, un dernier dossier, les comptes offshore de Claire, hérités d'Henri, utilisés pour financer l'amant galeriste. Je l'envoyai à la justice, anonyme. Elle fut interrogée, mais libérée au trop faible pour un procès. Lors de notre confrontation finale, dans le jardin fané du château vendu, elle me dit, tu m'as libéré, Élise. De nos mensonges. Ses yeux, clairs malgré la maladie, reflétaient les miens. Je l'étreignis, sentant ses os saillants, et murmurai, pardonne-moi aussi. L'hiver 2025 s'installa, froid et impitoyable, comme un rappel que les blessures ne cicatrisent pas sans cicatrices. Lyon, sous son manteau de givre, semblait conspirer avec mes tourments, les traboules verglacées où je marchais seul, ruminant les échos de la voix de mon père, ou les quais de la Saône où Antoine et moi nous étions embrassés la première fois, en 2010, sous un saule pleureur. Léa entrait à l'école maternelle, son cartable rose rebondissant sur son dos, et chaque matin, en la déposant à la porte grillagée du 6e, je me demandais quel legs je lui laissais, une mère forte, ou une ombre vengeresse. Antoine, sentant le poids, proposa une thérapie de couple, des séances chez une psychologue du Vieux-Lyon, une femme aux cheveux poivrés, celle qui disséquait nos âmes avec une douceur implacable. La vengeance est un cycle, Élise. Où est la fin? Je résistais, arguant que la justice n'était pas vengeance, mais au fond, je savais, j'avais franchi la ligne, transformant la douleur en arme, et maintenant, le vide me rongeait. Claire s'affaiblissait. Ses visites chez nous devinrent rares, remplacées par des appels vidéo où son visage pixelisé flottait comme un fantôme.
Raconte-moi Léa, demandait-elle, et je décrivais les caprices, les premiers mots lus, omettant les nuits où l'enfant pleurait pour une grand-mère qu'elle n'avait pas. Julien, stabilisé à Paris, envoyait des cartes postales laconiques, une tour Eiffel enneigée, un mot, ça va mieux. Pas d'excuses formelles, mais un silence complice. En décembre, lors d'une fête de Noël forcée, notre première réunion familiale depuis des lustres où nous nous retrouvâmes chez moi. La table ployée sous les plats, foie gras volé à l'ancienne cave, bûche maison par Antoine. Claire, en fauteuil roulant, sourit faiblement en voyant Léa déballer ses cadeaux. Elle te ressemble, Élise. Cette lueur dans les yeux. Pour un instant, l'illusion d'une famille intacte tint bon, rire forcé, toast au passé. Mais quand Léa demanda « Pourquoi grand-père n'est pas là ?», le silence tomba comme une lame. Julien détourna les yeux, Claire serra ma main. Il veille sur nous, mentis-je, et le mensonge pesa. Le nouvel an apporta un tournant inattendu. Un client majeur, un vigneron bourguignon rival des Moreau, me proposa un partenariat, racheter les restes de l'empire familial pour le nettoyer. L'offre était juteuse, une commission qui nous permettrait d'acheter une maison avec jardin, près de la colline de la Croix-Rousse. Antoine s'enthousiasma, c'est la closure, Élise. Tourne la page. Mais en lisant le contrat, je vis l'ironie, je deviendrais propriétaire d'une partie de ce que j'avais détruit. J'acceptais, non pour l'argent, mais pour le symbole, reprendre le contrôle, non plus par destruction, mais par reconstruction. La signature eut lieu en janvier, dans un bureau notarié sentant le cuir et l'encre, avec Antoine à mes côtés. C'est fini, murmura-t-il en sortant. Était-ce vrai ? Pas tout à fait. Claire fit une rechute en février, emportée par une pneumonie nosocomiale. Ses funérailles, en mars, sous un ciel lyonnais bas, furent intimes, une messe à Fourvière, puis un enterrement au cimetière de la Loyasse, où les statues de pierre veillent sur les âmes tourmentées. Julien et moi, seuls héritiers, nous tînmes la main devant le caveau familial, nos doigts froids entrelacés. On a merdé, hein, dit-il, la voix rauque. Ouais. Mais on répare. Plus tard, au café du coin, nous parlâmes pour de vrai, ses regrets d'avoir suivi le script paternel, ma rage d'avoir été l'électron libre. Tu m'as sauvé, en un sens, avoua-t-il. En me forçant à voir la laideur. Nous décidâmes de co-gérer les restes, une petite production bio, dédiée à Claire, avec Léa comme ambassadrice junior. Antoine et moi, nous guérissions. Les thérapies payaient, j'apprenais à nommer la douleur sans la transformer en poison. Une escapade à la Côte d'Azur, en mai, nous redonna du souffle aux promenades sur la Croisette, main dans la main, Léa construisant des châteaux de sable. Je t'aime comme au premier jour, me dit-il au coucher du soleil, et je crus, enfin, que c'était possible. Mais les ombres persistaient, des articles sporadiques sur l'affaire Moreau, des regards en coin lors de dîners d'affaires. La vengeance m'avait marqué, une tatouage invisible sur l'âme. En été, Julien vint s'installer à Lyon, louant un studio près de Perrache. Nous formions une famille recomposée, bancale mais vraie, dimanche barbecue dans notre jardin fraîchement acquis, où Léa courait après des papillons, ignorant les fantômes. Un soir de septembre, autour d'un feu de camp improvisé, Julien leva son verre, à la paix des braves. Nous trinquâmes, le vin doux glissant dans nos gorges, et pour la première fois, je sentis le poids s'alléger. L'automne 2025 enveloppa Lyon d'une brume dorée, ses feuilles roussies des platanes de la place des Jacobins qui craquaient sous mes pas lors de mes promenades solitaires. Léa entrait en moyenne section, son monde s'élargissant à des amitiés bruyantes et des coloriages maladroits, et je me surprenais à envier sa pureté et cette capacité à pardonner un genou écorché d'un bisou et d'un pansement Mickey. Antoine prospérait, son atelier avait embauché 2 apprentis, des gamins de banlieue qu'il formait avec une patience paternelle, et nos soirées se peuplaient de projets, une extension pour la maison, un voyage en Italie l'été prochain. Pourtant, sous cette quiétude, un malaise persistait, comme un courant sous-marin. Les nuits, je me réveillais en sueur, hanté par des visions, le regard implorant d'Henri, le sourire fané de Claire, ou pire, le mien, déformé par la haine. Julien s'intégrait, lentement. Nous collaborions sur la vigne bio à 1 hectare sauvé en Beaujolais, rebaptisé le Clos de la Rédemption, avec des cépages résistants au climat changeant. Il apportait son expertise technique, je la mienne en marketing, un site web épuré, des partenariats avec des cavistes parisiens, même une dégustation lors d'un festival à Villefranche. On fait du bon boulot, Serette, disait-il, un clin d'œil complice lors d'une vendange manuelle, nos mains tachées de jus pourpre. Mais des fissures apparaissaient, il buvait encore trop certains soirs, appelant pour déverser sa bile sur les fantômes du passé.
Une nuit, ivre, il lâcha, c'était toi, les fuites, hein? Pas juste la justice. Je niais, mais le mensonge sonna faux. Et alors? Tu aurais préféré qu'on continue à pourrir? Silence, puis un sanglot. Non. Merci, en fait. La thérapie individuelle que j'entamais en octobre creusa plus profond. Ma psy, une bretonne transplantée nommée Marie, aux yeux perçants comme la mer du Nord, me forçait à affronter le miroir, la vengeance n'efface pas la trahison, Élise. Elle la duplique. Séance après séance, dans son cabinet aux murs tapissés de livres jaunis, je déballais le sac, l'enfance dorée mais étouffante, les attentes écrasantes d'Henri, tu seras avocate, comme ta mère, le premier amour d'adolescente brisé par un vil n'est pas de notre monde. Antoine. Et la rage, cette compagne toxique qui m'avait propulsé, m'est vidée. Vous pleurez pour qui, là? Eux, ou vous? Pour moi, réalisai-je, pour la fille que j'avais enterrée sous des couches de calcul. Noël approcha, et avec lui, une décision lourde, inviter Julien pour un réveillon anormal. Antoine, pragmatique, prépara un chapon farci et des marrons glacés, Léa décora le sapin avec des guirlandes clinquantes. La soirée fut tendue au début, Julien arrivant en retard, les joues rougies par le froid ou autre chose, mais l'alcool aidant, les histoires coulèrent, souvenirs d'enfance, le jour où nous avions fugué au parc de la Tête d'Or pour manger des glaces volées. Léa, sur les genoux de son oncle, rit à ses grimaces. T'es cool, tonton. Pour un instant, la famille renaissait, patchwork imparfait mais chaleureux. Au moment des cadeaux, Julien m'offrit un album photo jauni, des clichés d'enfance, moi en robe de communiante, lui en culotte courte. Pour ne pas oublier les bons côtés. Je l'étreignis, larmes aux yeux. Mais le passé ressurgit, vicieux, en janvier 2026. Attendez, non, nous sommes en décembre 2025, mais le calendrier de ma vie s'était brouillé. Un appel de Raoul, une dernière info, si tu veux clore. Les restes des comptes offshore de Claire, je les m'ai pas saisis, pouvaient être récupérés. Ou dénoncés pour un ultime coup. Je raccrochai, nauséeuse. Non, dis-je à Antoine ce soir-là, lové sur le canapé devant un film de Tavernier. C'est fini. Vraiment. Il m'embrassa le front, brave fille. Pourtant, le doute me tarauda, et si la paix n'était qu'une pause? Léa tomba malade en février, une grippe carabinée qui la cloua au lit, fiévreuse et géniarde. Ces nuits de veille, éponge sur le front, je repensais à ma propre enfance malade, Claire veillant avec des tisanes et des contes. Maman reste, murmurait-elle. Aujourd'hui, je faisais de même, et la boucle se fermait. Julien vint aider, cuisinant des bouillons fades, Antoine gérait le boulot à distance. Cette unité forgée dans l'épreuve me sauva, me rappelant que la vraie force n'était pas dans la destruction, mais dans la résilience. Au printemps, nous lançâmes le premier millésime du Clos, un gamay fruité, étiqueté Renaissance. La dégustation inaugurale, dans une cave rénovée près de Romanèche, attira une foule curieuse aux journalistes, blogueurs, même d'anciens employés des Moreaux. Julien porta un toast à ceux qui nous ont brisés. Et à nous, qui nous sommes relevés. Applaudissements, flash, et dans la cohue, je vis un fantôme, une cousine éloignée, murmurant félicitations, Élise. Tas du cran. La nuit, seul avec un verre, je pleurais de soulagement en la vengeance, ce fardeau, s'évaporait enfin. L'été 2026 non, restons en 2025, car le temps, dans le sillage de la tourmente, s'étirait comme un élastique fatigué. Lyon bourdonnait de festivals, nuit de Fourvière avec ses échos antiques, guirlandes lumineuses sur les berges du Rhône. Notre vie s'installait dans une routine bienheureuse, matin caféiné avec Antoine, qui esquissait des plans pour une terrasse, après-midi à l'école pour Léa, où elle rapportait des dessins de famille heureuse, soirée avec Julien, qui squattait souvent le canapé pour des parties de cartes endiablées. La vigne prospérait, commande en hausse, un article élogieux dans la revue du vin de France saluant notre retour audacieux. Les Moreaux renaissent de leurs cendres, titrait-on. Ironie douce amère. Mais la closure véritable vint en septembre, lors d'un pèlerinage impromptu au château vendu. Désormais un hôtel-boutique, ses murs blanchis abritaient des touristes anglais sirotant du quai royal sur la terrasse. Julien et moi y louâmes une suite pour un week-end surfrère. Assis dans le jardin potager reconverti, face aux vignes qui s'étendaient comme un tapis vert, nous déballâmes le reste, ces adultères impulsifs pour combler le vide paternel, ma jalousie refoulée envers son statut d'héritier mâle. J'ai toujours voulu ta place, avouai-je, la gorge nouée. Et moi,
ta liberté, répondit-il. Nous rîmes, un rire libérateur, et brûlâmes symboliquement des vieux contrats dans un brasero aux flammes orange léchant le papier, cendres emportées par le vent du sud. Antoine organisa une surprise en octobre, un voyage à Paris, juste nous deux, laissant Léa chez Julien. La capitale, avec ses boulevards haussmanniens et ses bistrots enfumés, nous rappela nos débuts aux pauvres mais affamés de vie. Nous dînâmes au train bleu, sous les fresques opulentes, et il glissa une bague à mon doigt, pas une alliance neuve, mais la mienne, réparée. Pour sceller la paix. Je pleurais, dans ce lieu de splendeur factice, réalisant que l'amour, le vrai, survivait aux tempêtes. De retour, nous annonçâmes un deuxième enfant ou une grossesse surprise, fruit de ces nuits parisiennes. Léa jubila, un frère pour jouer. Décembre referma l'année sur une note sereine. Le réveillon, élargi à des amis, des collègues, transforma notre maison en cocon festif, lumière scintillante, playlist jazz de Sidney Bechet, et un clos 2025 millésimé pour trinquer. Julien porta un toast émouvant, à Élise, qui nous a forcés à regarder en face. À la famille, pas parfaite, mais nôtre. Larmes, embrassades, et Léa qui dansait sur une petite fleur. Plus tard, au lit, Antoine murmura, « T'as gagné, tu sais. Pas la guerre, mais la vie. » Oui. La vengeance, ce monstre que j'avais nourri, s'était mué en leçon, la douleur forge, mais ne définit pas. Aujourd'hui, 17 décembre 2025, je marche sur les pentes de la Croix-Rousse, vent frais fouettant mes joues, Léa à la main, Antoine un pas derrière. Le passé n'est pas effacé où il est tatoué, une carte au trésor menant à qui nous sommes. Et si la famille est un mensonge, alors le nôtre est le plus beau, tissé de ruptures et de rapiècements, de sang versé et de vin partagé. La revanche ? Un chapitre clos. L'avenir s'ouvre, lumineux, impitoyable dans sa tendresse. Et moi, Élise, je vis enfin.